l'exercice proposé est une application du principe fondamental de la statique. Donc c'est un treuil de levrage composé essentiellement d'un tambour sur lequel s'enroule le câble. Ce tambour, bien sûr, est entraîné en rotation grâce à la pièce 2. Donc 2 plus tambour, c'est la même pièce. Cette pièce, c'est-à-dire la pièce 2, est guidée en rotation par rapport à 0, approbatie 0, par 2 roulements. Le premier au point J, le centre J, et le deuxième au point K. Alors les 2 roulements sont modélisés par 2 liaisons, rotule et linéaire annulaire. La pièce 2 est entraînée en rotation par un engrenage, donc 2 c'est la roue et 1 c'est un pignon donc, qui entraîne la pièce 2. 1 lui-même représente la sortie d'un moteur réducteur à frein intégré. On se propose de dimensionner les roulements du treuil, donc déterminer les actions au niveau des 2 liaisons rotule et linéaire annulaire, donc les inconnus de liaison rotule et linéaire annulaire, mais aussi déterminer l'effort de fixation du câble sur le tambour. La fixation se fait ici, fixation. Donc on va déterminer l'effort au niveau de la fixation du câble sur le tambour. Et en plus, on peut déterminer aussi l'effort exercé par le pignon 1 sur la roue 2. C'est F1,2. On donne les composants de cet effort. Ft tangente 20 suivant Y, Ft suivant Z. Donc on peut déterminer aussi ces 2 composants de cet effort. Donc cet effort est exercé au point I, bien sûr. Donc en fonction de tout ça, en fonction de l'effort du câble. L'effort du câble, la valeur maximale de cet effort est donnée, est égale à 2 10 puissance 4. Voilà, donc ça c'est la donnée du problème et on va chercher les différentes inconnues statiques en fonction de cet effort, l'effort F. Alors pour cela, on va d'abord isoler la pièce 2, donc on va tracer le graphe des actions mécaniques, ou schéma d'analyse, on l'appelle aussi schéma d'analyse. Tout simplement, c'est un graphe de liaison plus les actions mécaniques. Schéma d'analyse. Donc on a 0, le bâti 0, en liaison avec la pièce 2. Donc 2 liaisons avec la pièce 2 au niveau des 2 roulements. Voilà, liaison point J et liaison au point K. Donc au point J, c'est une liaison rotule. Donc, on rotule de centre J, et en K, c'est une liaison linéaire annulaire. Linéaire annulaire. Alors, le point, le centre c'est K et l'axe c'est X. D'après la figure, c'est suivant l'axe des X. Voilà, donc suivant X. K suivant X. Ensuite, on peut ajouter l'action, l'effort exercé par le pignon 1 sur la roue 2, modélisé par l'action mécanique taux de 1 sur 2, torse 1 sur 2, point I, niveau de point de contact I. C'est un engrenage, bien sûr.
En plus, on peut ajouter aussi l'effort du câble sur le tambour. Donc, modélisé par un effort F porté par Y. Donc, c'est un glisseur. Voilà, c'est un effort F, une force, donc un glisseur au point. Son point d'application, c'est L. Donc, c'est un torseur glisseur au point L. Voilà. Trop, câble sur 2, bien sûr. Ensuite, on isole 2. Donc, isoler 2, c'est encercler la pièce 2 sur le graphe des actions mécaniques. Donc, on encercle 2 et on cherche des intersections avec 2 barres. 2 barres, c'est l'extérieur à 2. Donc, on a ici 4 points d'intersection. Ça veut dire 4 actions extérieures. Il y a 4 torseurs. Donc, on peut faire ce qu'on appelle le bilan des actions mécaniques extérieures, BAM, abréviation BAM, bilan des actions mécaniques extérieures, sous forme de 4 torseurs. Donc, taux de 0 sur 2, puisqu'on a 2, donc on peut faire la différence entre les deux torseurs en mettant l'indice J, c'est-à-dire pour la liaison rotule, c'est indice J. Pour la liaison linéaire annulaire, c'est indice K. Donc, taux 0,2 J, taux 0,2 K, et taux 1 sur 2. Et bien sûr, le quatrième, c'est le torseur du câble sur 2. 4 torseurs. Avec taux.J02, c'est le torseur statique d'une liaison rotule. Donc, la liaison rotule, ça veut dire les 3 composantes résultantes ne sont pas nulles. Voilà, résultante, point J. Donc, on aura les 3 composantes résultantes X, Y, Z, indice J. Et bien sûr, les moments ne sont pas transmissibles 0, 0, 0. Pourquoi? Parce qu'on a 3 rotations pour la liaison rotule. Pour le deuxième torseur, taux, indice K, 0,2 toujours. Celui de la liaison linéaire annulaire. Donc, 3 rotations plus translation, ça veut dire 2 composantes statiques. Donc, 0, YK, ZK. Pourquoi? Parce que c'est une liaison linéaire annulaire d'axe KX. Donc, les 3 zéros rotation et le quatrième zéro, c'est la translation sur X. Voilà. Ou point K. Voilà, liaison linéaire annulaire KX. Troisième torseur, taux, câble sur 2. C'est un torseur donné, connu. On a dit que on a un effort suivant Y, donc F suivant Y, au point d'application, c'est le point L. Point L. Voilà, vous pouvez vérifier ça sur le schéma. F appliqué au point L. Point d'application de F. C'est un glisseur au point L. C'est un glisseur au point L suivant Y bien sûr. Et enfin, le quatrième torseur, taux au niveau de l'engrenage, donc action du pignon 1 sur la roue 2, F12, F12. Alors là, j'ai préféré l'écriture en ligne, F12 en I, donc c'est un glisseur en I. De même pour le torseur CAM2, je peux l'écrire en ligne, je peux écrire ce torseur en ligne de la même façon, est égal F vecteur ou bien F suivant Y, c'est la même chose, 0 au point L, là aussi c'est un glisseur au point L. Mais bien sûr, je peux l'écrire aussi en colonne, et c'est donné, donc la première composante est nulle, suivant X 0, suivant Y c'est FT, voilà, FT tangente 20, et suivant Z c'est FT, donc je peux écrire que c'est 0, FT tangente 20 et FT, et bien sûr le moment est nul au point I, puisque c'est un glisseur. Alors maintenant, les 4 torseurs sont exprimés en leur point de réduction, différents bien sûr, J,
et L, et K, et I. On isole 2 et on applique le PFS. On applique le principe fondamental de la statique. Torseur, donc 2 barres sur 2 est égal torseur nul. Est égal torseur nul. Donc 2 barres sur 2, je peux le remplacer par les 4 torseurs que j'ai déjà déterminés dans le bilan des actions mécaniques extérieures. Donc au point J, 0,2, au point K, 0,2, taux du câble et taux de 1 sur 2. Taux de 1 sur 2, le tout égale torseur nul. Alors pour faire cette somme, il faut que tous les torseurs soient exprimés au même point. Donc exprimons tous les torseurs au point J, par exemple, au point J. Donc le premier torseur, pose J02, est déjà exprimé au point J. Donc je vais commencer par le deuxième, le torseur du câble, par exemple. Donc le torseur du câble, je vais réécrire son expression, elle est exprimée au point L. Donc c'est F0, c'est un glisseur, c'est-à-dire le moment nul, le point L. Donc la résultante est un invariant vectoriel. Et au point J, j'utilise la formule de changement de point. Donc le moment point J est égal au moment point L plus JL vectoriel, la résultante F. Le moment point L est nul, bien sûr. Donc ça c'est 0. Donc je dois chercher l'expression de JL. Donc F porté par Y. Et sur le schéma, la distance JL est égale à donc les 3 points rouges, donc de J jusqu'à premier point, centre de tambour, ce sera 500 mm. Donc c'est 0,5 suivant X et plus le rayon du tambour, c'est moins suivant Z, c'est moins le rayon du tambour suivant Z, donc ce sera 0,5 suivant X, voilà, et moins le rayon du tambour, au diamètre c'est 500, donc ce sera 250 suivant moins Z, donc suivant Y c'est 0, et suivant Z c'est moins 0,25, 250 mm. 250 mm. Donc cela implique que le produit vectoriel JL vectoriel F, alors JL vectoriel F est égal 0,5, 0, moins 0,25, vectoriel F c'est 0, F 0, égal, donc voilà. F est porté par Y bien sûr, donc c'est 0. Donc je barre la première ligne, ce sera moins, donc 0 fois 0 moins, donc ce sera 0,25F. Je barre la deuxième ligne, ce sera 0. Je barre la troisième ligne, c'est 0,5F. Donc mon torseur, point J, a pour expression 0,25F suivant X plus 0,5 F suivant Z. Suivant Z. Écriture en ligne, mais bien sûr, je peux écrire aussi mon torseur en colonne. Je peux écrire l'expression de torseur en colonne. Alors, expression finale, le torseur du câble sur 2 points
J, ça sera 0, F, 0 pour la résultante. Et pour le moment, c'est 0,25 F, 0 et 0,5 F. Voilà, donc le premier torseur est exprimé au point J. Maintenant, le deuxième torseur. On va prendre le torseur de 1 sur 2, l'engrenage 1, 2. Donc, son expression c'est ft tangente 20 suivant y et ft suivant z. Et bien sûr, c'est un glisseur au point I, donc son moment est nul en I. Donc, on fera un changement de point vers le point J. Donc, c'est égal à. Donc, je peux d'abord utiliser l'écriture en ligne. F1, 2, et 0, point I. Ce sera plus simple d'écrire l'expression en ligne. Et au point J, la résultante reste bien sûr inchangée. Le moment point J est également mon point I plus GI vectoriel, la résultante vectorielle F12, F12. Donc le moment point I est nul bien sûr, c'est un glisseur, 0. Et la distance GI, je dois la chercher sur le schéma. Et GI est égal à la distance entre le point J et le point I. Donc je dois passer par le centre de la pièce 2. Donc ça sera moins de 100 suivant X, moins de 100 mm. Ensuite, moins le rayon de la pièce 2. Donc moins de 200, ça veut dire moins 0,2 mètres. Et le rayon de la pièce 2, c'est la moitié de le diamètre, donc 1000, donc ça sera 500. Donc ça sera moins 500 suivant Y. Ou bien moins 0,5 suivant Y. Moins 0,5. De toute façon, c'est écrit juste à côté. Voilà, c'est écrit ici que c'est moins de 100 mm, moins 500. Donc c'est moins 0,2, moins 0,5. Donc le produit vectoriel GI vectoriel F12 est égal à moins 0,2, moins 0,5, 0, vectoriel F12, deux composantes, donc 0, ft tangente 20, ft égale, alors je barre la première ligne, ce sera moins 0,5 fois ft. Si je barre la première ligne, c'est moins 0,5 ft. Si je barre la deuxième ligne, ce sera 0 moins 0,2 ft, donc ça sera 0,2 ft. 0,2 ft. Et si je barre la troisième ligne, ça sera moins 0,2 ft tangente 20. ft tangente 20. Alors on peut écrire maintenant l'expression finale, le torseur. Taux 1, 2 est égal point J, directement expression écriture en colonne, donc ft tangente 20 ft pour la résultante, et pour le moment je vais recopier le résultat du moment, donc 0,5 ft, 0,2 ft et moins 0,2 ft tangente 20. Donc, deuxième torseur exprimé au point J. J'encadre le résultat. Il me reste encore un torseur.
celui de la liaison linéaire annulaire. Ce torseur est exprimé au point K, donc on va le réduire en J, ou bien on va l'exprimer au point J. Donc le troisième torseur, taux indice K, 0,2, est égal à, en K, c'est 0, YK, ZK, 0, 0, 0, puisque c'est une linéaire annulaire, donc 4 degrés de liberté. Donc, je peux écrire que c'est égal à point K, écriture en ligne, à une résultante RK02, et le moment bien sûr au point K est nul, donc c'est aussi un glisseur en K. Donc si on passe au point J, la résultante reste inchangée, YK suivant Y plus ZK suivant Z, mais le moment bien sûr, on va utiliser la formule de transport, donc le moment au point J est égal au moment au point K, est égal au moment au point K. Ce moment bien sûr est nul, moment au point K, plus JK vectoriel, la résultante. La résultante, je peux la remplacer par ces deux composantes, donc YK suivant Y plus ZK suivant Z. Alors il faut chercher l'expression du vecteur JK. Donc le moment point K est nul, bien sûr, c'est un torseur glisseur, et l'expression JK sur le schéma. Donc JK est égal JK est égal une seule composante, on peut regarder le schéma, une seule composante suivant X entre le point J et le point K. Entre ce point et l'autre point, ce sera 500 plus 500, ce sera 1000 mm, donc 1 mètre. 1 mètre suivant X. C'est dans le sens plus, bien sûr. Donc 1 mètre, 1 suivant X. Donc je vais mettre 1, 0, 0. 1, 0, 0. Alors, je peux calculer le premier vectoriel JK vectoriel YK plus ZK Z, c'est tout simplement la résultante. Voilà, c'est la résultante RK02. Donc je passe à l'écriture en colonne. Donc 1, 0, 0, c'est plus facile de calculer le premier vectoriel en colonne. Vectoriel 0 YK ZK égale, donc je barre la première ligne, ça sera 0. Je barre la deuxième ligne, ça sera moins ZK. Je barre la troisième ligne, ça sera YK. Donc, je peux écrire mon troisième torseur exprimé au point J, donc torseur 0,2.J est égal point J 0 YK ZK 0 moins ZK YK. Alors, troisième torseur exprimé au point J. Maintenant, tous les torseurs sont exprimés au point J, donc je peux faire la somme des 4 torseurs. Donc je reprends l'équation du PFS. Et bien sûr, sans oublier que le torseur au point J n'a pas changé de forme. Celui de la liaison continue, c'est toujours XJ, YJ, ZJ, 0, 0, 0. Donc celui-là est déjà exprimé au point J. Donc ça, c'est le quatrième torseur qui est déjà exprimé au point J. Alors on reprend maintenant le PFS, l'équation du PFS. C'est une équation torsorielle. La somme des torseurs est égale à 0, est égale au torseur. Donc appliquons le PFS à 2. C'est déjà fait, on va tout simplement reprendre cette équation. Et sans oublier que l'action de la pesanteur
est négligé ici devant les autres actions mises en jeu. Donc la pesanteur, le poids propre des pièces est négligé. Donc le torseur de 2 bars sur 2 est égal au torseur nul. Donc je remplace le torseur de 2 bars sur 2 par les 4 torseurs que j'ai exprimés. Donc le premier torseur, celui du câble, on a dit que c'est 0, F, 0, 0,25, F0 et 0,5 F. Donc voilà, celui-là est exprimé, ou bien je l'ai recopié. Le deuxième, la même chose, je vais recopier le torseur de 1 sur 2, 0, Ft tangente 20, Ft, ensuite moins 0,5 Ft, 0,2 Ft et moins 0,2 Ft tangente 20. C'est bon pour les deux premiers torseurs. Donc je peux effacer ces deux torseurs. Voilà. Ensuite j'ajoute celui de la liaison rotule et linéaire annulaire. Donc linéaire annulaire que j'ai exprimé au point J. Le troisième torseur 0 YK ZK et moins ZK YK et suivant X bien sûr c'est suivant X c'est 0. Et enfin le quatrième, XJ, YJ, ZJ, 0, 0, 0, au point J, le tout égale torseur nul. Alors les 4 torseurs sont exprimés au point J. Je peux écrire maintenant les équations de la J. Je peux écrire maintenant les équations de la résultante. Donc théorème de la résultante statique. Les 3 équations de la résultante sont des composants de la résultante suivant X, Y et Z. Donc 0 plus 0 plus encore un 0 plus X. J est égal à 0. Deuxième équation. Égal à 0. Deuxième équation. F plus Ft tangente 20 plus YK plus YJ est égal à 0. Troisième équation, 0 plus Ft plus ZK plus ZJ égale 0. Donc les 3 premières équations, ce sont les équations de la résultante, ou bien c'est ce qu'on appelle le théorème de la résultante statique. Projection de la résultante sur les 3 axes. Maintenant, le théorème du moment statique au point J, bien sûr, puisqu'on a exprimé tout le torseur au point J. Donc, ça sera 3 équations du moment au point J. Première équation, 0,25 F moins 0,5 Ft plus, j'ai oublié un 0 ici, plus 0 est égal à 0. 0 plus 0,2 Ft moins ZK plus 0 est égal à 0. Et enfin 0,5 F moins 0,2 Ft tangente 20 plus YK plus 0 est égal à 0. Les 3 équations du moment. Équation numéro 4, 5, 6. Donc il faut résoudre ce système à 6 équations en fonction de la donnée du problème.
c'est l'effort au niveau du câble ou bien la tension dans le câble. Donc la tension dans le câble, F, tension maximale, est égale à 2 10 puissance 4 newtons. Tension dans le câble. Là, c'est la valeur maximale. Donc tension maximale sur max dans le câble. Donc résoudre un problème de la statique, c'est chercher toutes les inconnues en fonction de F. Les inconnus ici, c'est XG, YJ, ZJ, FT, et ZK et ZJ. Donc on a 6, et bien sûr on a 6 équations. Donc le nombre d'inconnus est équivalent au nombre d'équations. On a donc 6 inconnus. Et 6 équations. Ça veut dire que le problème est résolvable. Donc, puisque le problème est résolvable, on l'appelle problème isostatique. Donc, c'est un problème isostatique. Si ce n'est pas le cas, ce sera un problème hyperstatique. Ça veut dire que le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations. Donc, voilà, problème peut être résolu. Donc, on peut choisir l'une des équations. Donc la première par exemple, la première est déjà résolue, donc directement xj est égal à 0. La première composante sur x est nulle, composante du torseur 1, 2, bien le torseur 0, 2. Ensuite je peux passer à l'équation numéro 4, donc l'équation 4. Pourquoi? Parce que dans l'équation 4, on a une seule inconnue, c'est Ft. Donc Ft est égal à 0,25 F sur 0,5. Donc ça sera F sur 2, F sur 2. Donc ça sera 10 puissance 4. Ft, je vais écrire que alors Ft est égal, F sur 2 est égal à 10 puissance 4 newton. Donc, troisième inconnu, je prends une autre équation. L'équation 1 est déjà résolue, l'équation 4 aussi. Donc je peux prendre l'équation 5. Pourquoi? Parce que dans l'équation 5, on a une seule inconnue, c'est ZK. Ft, je l'ai déjà déterminé. Donc je prends l'équation 5. Donc 5 implique que ZK est égal 0,2 Ft est égal 0,2 fois 10 puissance 4, 0,2, 10 puissance 4, 10 puissance 4 est égal à 2000. 2 10 puissance 3, donc c'est 2000. Donc ZK est égal à 2000 newtons. 2000 newtons. Voilà. L'équation 5 résolue. Ensuite, on prend une autre équation, l'équation 3 par exemple, 3. Dans 3, on a l'inconnu, une seule inconnue, c'est ZJ. Donc, je peux écrire que 3 implique que ZJ est égal à moins FT moins ZK. ZJ est égal à moins Ft moins ZK.
égale, donc moins ft c'est 10 puissance 4, donc moins 10 puissance 4 moins zk moins 2000. Donc 10 puissance 4 c'est 10 000, moins 2000 ce sera moins 12 000. 12 000 newtons. Zj est égal à moins 12 000 newtons. Ensuite, il me reste encore deux équations. Donc, je prends par exemple, normalement je peux prendre 6. Dans 6, on a une inconnue, c'est YK. Ft connu, donc je prends 6. Donc, 6 implique que YK est égal à 0,5, 0,02 Ft tangente 20 moins 0,5 F égale 0,2 fois Ft, donc 10 puissance 4, tangente 20 moins 0,5 fois F de 10 puissance 4. De 10 puissance 4 implique que YK est égal à 2000 tangente 20 moins 0,5 fois 2, donc ce sera 1 moins 10 puissance 4. Donc tout calcul fait, YK est égal à 9272 avec un signe moins bien sûr négatif. Et enfin, la dernière équation, c'est l'équation 2. Donc, une seule inconnue, c'est YJ. Donc YJ est égal à 2 implique que YJ est égal à moins Ft tangente 20 moins, donc je peux en prendre moins Ft tangente 20 moins F moins YK moins F moins YK moins F moins YK est égal à moins, donc Ft c'est 10 puissance 4, donc moins 10 puissance 4 tangente 20 moins F, donc moins 2 10 puissance 4 moins 9272, donc plus 9272 newtons. Implique que YJ est égal, donc tout calcul fait, c'est moins 14 368 newtons. Alors maintenant je peux écrire les trois torseurs en leur point de réduction, mais en remplaçant chaque inconnu par sa valeur numérique. Donc finalement, le torseur 1 sur 2 est égal, donc 0, Ft tangente 20, donc 10 puissance 4 tangente 20, 10 puissance 4, pour le moment bien sûr de 0, en son point de réduction, donc I, son point d'origine, I. De même pour le deuxième torseur, celui de la liaison rotule, 0,2. Le point J, la composante suivante X est nulle,
Composant suivant Y est égal à moins 14 368. Composant suivant Z est égal à moins 12 000. Et bien sûr, moment.j, nul. Et enfin, celui de la liaison linéaire annulaire, point K, deuxième roulement. Donc au point K, 0 suivant X et moins 9272 suivant Y et 2000 suivant Z. 0, 0 au point K. On passe maintenant à la troisième question. Si le coefficient de frottement entre le câble et le tambour vaut 0,2 et que le câble est entouré de 4 tours sur le tambour, quel est l'effort mini de fixation du câble sur le tambour? On rappelle que lorsqu'un lien souple s'enroule autour d'un tambour cylindrique, le lien entre la tension dans le bras d'entrée T et celle de sortie est donné par la relation T est égale à petit t l'exponentielle de F alpha. Voilà donc le schéma. On a petit t, c'est la tension du côté fixation du câble. Grand T, c'est la tension du côté charge. Donc grand T, c'est tout simplement F. Alors l'objectif, c'est chercher l'effort minimal de fixation du câble sur le tambour. Voilà son point d'application. Donc en fonction de grand T, T bien sûr c'est l'effort F et petit t c'est l'effort qu'on cherche, c'est l'effort de fixation sur le câble, du câble sur le tambour. Donc on peut appliquer directement la formule. On a donc T c'est F, donc et T c'est l'effort mini de fixation du câble sur le tambour, fixé au point rouge. On peut écrire que petit t est égal grand T exponentielle de moins F alpha. Je remplace grand T par F donné, l'exponentielle de moins F alpha. T égale F c'est 2 10 puissance 4 exponentielle de moins coefficient de frottement c'est 0,2 fois alpha l'angle d'enroulement. On a dit qu'on va l'enrouler 4 fois. Donc le câble est enroulé de 4 tours sur le tambour. Enroulé 4 tours sur le tambour. Donc ça sera 2pi 4 fois. Donc, on va aller une seule fois, c'est 2pi 4 fois, donc ça sera 2pi fois 4 fois. 2pi fois 4 égale T égale, si vous faites le calcul, tout calcul fait c'est 131 newtons. Voilà, donc la tension au niveau du point de fixation du câble sur le tambour. Quatrième question, on isole un élément infiniment petit du câble de longueur TL. Voilà, donc en jaune, c'est l'élément infiniment petit appartenant au câble. Donc c'est une partie infiniment petite du câble. Démontrer la relation précédente, donc T égale exponentielle de F alpha, en utilisant le schéma et les hypothèses ci-dessous. Donc d'abord des modélisations, le coefficient de frottement de TF, la masse est négligée du câble par rapport aux autres dimensions. L'angle alpha c'est un angle d'enroulement, appelé angle d'enroulement, c'est-à-dire l'angle d'enroulement du câble sur le tambour. Voilà, donc sur le schéma c'est la valeur totale de contact entre le tambour et le câble, donc selon un angle alpha. Donc c'est un arc de contact entre les deux. Et donc en enroulement, on se place bien sûr à la limite de glissement. On puisse appliquer la loi de Coulomb et l'action de tambour sur l'élément isolé TL est notée
R. Et bien sûr, on suppose le mécanisme en mouvement permanent pour qu'on puisse appliquer le principe fondamental de la statique. La somme des forces est égale à 0 au lieu de la somme des forces est égale à m gamma. Donc voilà, le schéma est modélisé par le schéma suivant. L'élément dl, on a isolé une portion de câble. Sur les deux côtés du câble s'exerce de part et d'autre l'action du reste du câble sur l'élément infiniment petit. Voilà, donc d'un côté ça sera T de θ et de l'autre côté ça sera T de θ plus D de T de θ. Pourquoi? Parce que la tension varie. Donc la tension varie le long du câble. On isole l'élément infiniment petit, l'élément dl, infiniment petit. Et on applique le PFS. L'élément du câble est soumis à l'action A. Soumis à. Donc on a trois actions extérieures. On a d'abord l'action T de θ, donc l'action du reste du câble sur l'élément infiniment petit, sur une extrémité. Voilà, T de θ. Et sur l'autre extrémité, l'action du reste du câble sur ce même élément. Donc T de θ plus D de T de θ. Pourquoi? Parce que la tension change d'une position à une autre en fonction, le long du câble en fonction de θ, de l'angle θ. Et dθ, bien sûr, c'est la variation de θ. Et bien sûr, la troisième action, c'est R. C'est l'action du tambour sur le câble. Remarquez que les trois actions sont concurrentes, les directions de trois actions sont concurrentes au point I, donc c'est pas la peine d'appliquer le théorème du moment, puisque ça va être nul. La somme des moments, tous les moments passent par I, donc la somme des moments I est égale à 0. Donc on va se contenter d'utiliser le TRS, c'est-à-dire la somme des forces est égale à 0, puisqu'on a supposé que le mécanisme est en mouvement permanent, soit en mouvement permanent. Donc T de R plus T de θ plus D de θ plus D de θ, tout égale à 0. On va projeter cette équation sur deux axes. Donc on va la projeter sur l'axe U et ensuite sur l'axe V. Donc TRS en projection sur U égale donc on a tout d'abord la résultante R projetée sur U, ça sera R cos phi. R cos phi. La projection de T de θ sur U est une projection négative en fonction de dθ sur 2. Donc ça sera moins d de θ sinus dθ sur 2. De même pour la projection de t de t plus d de t de t, c'est aussi une projection négative, donc d de θ plus d de θ facteur de sinus dθ sur 2, le tout égale à 0. Deuxième équation, TRS en projection sur V, deux points. Donc projette R sur V, donc ça sera projection négative, donc moins R
sinus phi. Projection de t sur v, c'est moins t cos de θ sur 2. Moins t de θ cos de θ sur 2. Et la projection de t de θ plus t de θ est une projection positive sur v, donc plus t de θ plus t de θ cos de θ sur 2, le tout égale à 0. Les deux équations de TRS en projection sur l'axe Q et sur l'axe V. On va simplifier les deux équations. Première équation, deuxième équation. Pour la première équation, on peut écrire que R cos phi est égal directement à donc t sinus θ, t sinus θ. Donc ça sera le double. Donc t de θ sinus de θ sur 2. Deux fois donc t de θ sinus de θ sur 2. Deux fois j'ai changé de signe, pourquoi? Parce que je l'ai placé de l'autre côté. Donc R est égal plus d de t de θ sinus de θ sur 2. Voilà la première équation. Ensuite, pour la deuxième équation, alors pourquoi je l'ai écrite sous cette forme? Normalement, j'essaie de faire apparaître le coefficient de frottement F. Dans la formule, on a le coefficient de frottement F, donc exponentielle de F. Alors, donc, je dois faire apparaître F, sachant que F c'est tangente phi. Donc là, la deuxième équation, la même chose, R sinus phi est égal à, donc là, ça sera moins t cos plus t cos, donc ça va s'annuler. Donc vous aurez un seul terme c'est d de t de θ cos de θ sur 2. Positif bien sûr. Alors j'ai dit que je dois faire apparaître le coefficient de frottement, donc tout simplement je divise l'équation 2 par 1. Donc 2 sur 1, 2 divisé par 1 est égal à, donc le R se simplifie, vous aurez donc R sinus phi sur R cos phi est égal à tangente phi. Et bien sûr tangente phi, vous savez que tangente phi bien sûr c'est le coefficient de frottement F. Donc est égal d de t de θ cos de θ sur 2 divisé par 2 t de θ sinus de θ sur 2 plus d de t de θ sinus de θ sur 2. Alors ensuite, une deuxième simplification, c'est que d'autre part, je sais que d de θ sur 2 est un infiniment petit. On a pris une portion de câble infiniment petite, donc un infiniment petit, implique que je peux remplacer le sinus de l'infiniment petit par sa valeur elle-même et son cosinus par 1. Donc je vais réécrire le résultat en tenant compte de ces modifications. Alors on aura donc 2 points. Tangente phi, c'est le coefficient de frottement, c'est F est égal. Alors d de t de θ, cosinus est égal à 1 divisé par. Alors le 2 va se simplifier, ça sera t de θ fois dθ. Dθ sur 2 fois 2, donc on va simplifier le 2. Plus, le 2 simplifie, plus, deuxième terme, d de t de θ fois dθ sur 2. Là encore, on a une autre simplification, une troisième simplification. Cette fois, c'est une simplification concernant le produit
d de t de θ fois dθ sur 2. Alors là, c'est un produit de deux infiniment petits. Dθ, d de t de θ est un infiniment petit, dθ sur 2 est infiniment petit. Donc, est égal à 0 et on l'appelle infiniment petit d'ordre 2. D'ordre 2. Tout simplement, c'est un produit de deux infiniment petits. Donc, il tend vers 0. Produit de deux infiniment petits. Alors, la formule finale est donc on aura f implique que f est égal d de t de θ divisé par t de θ d de θ. Là, je peux séparer les variables, donc c'est une équation différentielle, donc c'est f de θ est égal à d de θ sur t de θ. Séparation des variables, ensuite tu peux chercher la primitive ou bien résoudre directement cette équation différentielle. Cela implique que fθ est égal à ln de t de θ, log de t de θ, plus une constante. Alors je peux écrire que t de θ est égal à une constante k exponentielle de fθ. Donc je dois chercher la valeur de la constante k. Il faut déterminer la constante k. Donc je prends les deux positions extrêmes. On a pour la position si θ est égal à 0 par exemple, à θ est égal à 0, θ est égal à 0, la tension T de 0 est égal à T de θ est égal à T de 0 est égal à petit t est égal à k exponentielle de 0, je remplace par 0. Cela implique que la constante k est égale tout simplement à petit t. Et à la position à θ est égal à alpha, l'autre extrémité, t de θ est égal à t de alpha est égal à grand T est égal à k exponentielle de f alpha. Alors je peux écrire directement la relation qui lie grand T à petit t. Cela implique que grand T est égal, je remplace k par petit t exponentielle de f alpha. Et c'est la relation que je cherche à démontrer. Bon. C'est la relation qui lie, c'est la relation qui lie la tension dans le bras d'entrée grand T et celle de sortie petit t. Les deux bouts du câble, les deux extrémités du câble. Alors, juste une remarque concernant le système polycourroie. Dans un système polycourroie,
cette même relation lie les tensions sur les brins tendus et mous. Les brins tendus et mous de la courroie. Ici, bien sûr, pour les deux câbles, on a le courroie, le câble du système. On a le modèle tendu mou de la courroie. Donc, je vais vous faire un schéma explicatif. Système pour les courroies sur lequel je vais montrer les deux brins tendus et mous. Donc voilà, un système pour les courroies. Je suppose par exemple que là c'est la rotation de la poulie motrice oméga 2. Là c'est celui de la poulie réceptrice oméga 1. Donc dans ce cas-là, le bras tendu c'est le bras supérieur et le bras relâché ou bien mou c'est le bras inférieur. Là j'ajoute les angles d'enroulement sur la poulie réceptrice 1, alpha 1, et sur la poulie motrice alpha 2, angle d'enroulement alpha 2. Alors là, je montre les deux brins. Alors celui-là, c'est le brin tendu. En fonction du sens de rotation, c'est le brin tendu. Et l'autre, c'est le brin relâché. On appelle un brin mou. Donc la tension n'est pas la même sur les deux brins, mais il y a une relation qui lie les deux tensions. C'est la même relation qu'on a démontré tout à l'heure pour le système embout-câble. Donc bras tendu, bras mou. Là, je peux représenter la tension sur le bras tendu, l'anté grand T, puisque c'est la plus grande des deux. Donc je vais la monter grand T. Et sur le bras relâché ou bien mou, je vais la noter petit t. Alors elle est inférieure bien sûr à la tension sur le bras tendu. Là c'est petit t. Et bien sûr le long des bras. Donc là j'ai dit que c'est la même tension. Donc T. Sur le bras tendu, c'est grand T. Et sur le bras mou, c'est petit t. Et c'est la même tension le long du bras. Donc ça veut dire que la tension sur les bras est constante. Sur le bras tendu, constante est égale à grand T. Et sur le petit, constante est égale à petit t. On remarque que la tension est constante sur les deux bras. Mais bien sûr, elle est variable sur l'angle d'enroulement, que ce soit sur la poulie motrice 2 ou sur la poulie réceptrice 1. Elle est variable donc sur le bras tendu est égal à grand T, et sur le bras mou est égal à petit t. Et la relation bien sûr qui lie les deux, c'est grand T est égal à petit t exponentielle de f alpha. Alors maintenant, la tension variable. Alors t est une fonction de θ, la position θ. Donc t de θ est variable sur l'arc d'enroulement. L'arc d'enroulement, que ce soit sur la poulie motrice ou bien sur la poulie réceptrice. Donc sur les deux arcs, la tension est variable. Donc sur l'arc d'enroulement de la courroie. Sur la poulie.
Alors ici, on peut voir ici la variation de la courroie. Donc sur la polymotrice par exemple, il varie en fonction du sens de rotation. Il varie de la valeur maximale grand T en A jusqu'à la valeur minimale petit t au point B. Et sur la polyréceptrice, il varie de la valeur de petit t jusqu'à la valeur grand T, de C jusqu'à T, le long de l'arc d'enroulement. Donc T de θ décroissante sur AB, sur l'arc AB. Donc elle décroît ici, de grand T jusqu'à petit T, et croissante sur CD, sur l'arc CD, croît de petit t jusqu'à grand T. Donc là, je peux mettre ici que T est décroissante de grand T jusqu'à petit t, et de l'autre côté, T est croissante de petit t jusqu'à grand T. Voilà, donc ça c'est une explication de la relation qui lie la tension sur le bras tendu et la tension sur le bras mou dans le cas d'un système polycourroie. C'est la même relation que celle qu'on a démontrée tout à l'heure.